Le crime de Rouletabille, d'après Gaston Leroux. Adaptation, Stéphanie Reynaud et John Mack. Interprétation, Patrick Blandin, Patrick Martinez-Bourna, Philippe Collin, Stéphanie Reynaud, Frédéric Chevaux. Un programme Maurice Clément Fèvre. Rouletabille chez Krupp. Un roman de Gaston Leroux. Chapitre 1. Le caporal Rouletabille. Quand le caporal Rouletabille débarqua sur le coup de 5 heures du soir à la gare de l'Est, il portait encore sur lui la boue de la tranchée, et il s'efforçait plus vainement que jamais, non point de se débarrasser d'une glaise glorieuse qui ne le préoccupait guère, mais de deviner par quel sortilège il avait été soudain arraché à ses devoirs multiples de chef d'escouade, en plein boyau avancé devant Verdun. Il avait reçu l'ordre de gagner Paris au plus vite et, sitôt dans la capitale, de se rendre à son journal « L'Époque ». Toute cette affaire lui apparaissait non seulement bien mystérieuse, mais encore si anti-militaire qu'il n'y comprenait goutte. Tout de même, si pressé qu'il fût de connaître la raison de son singulier voyage, le reporter était heureux de marcher un peu après les longues heures passées dans le train. Depuis le commencement de la guerre, c'était la première fois qu'il revoyait Paris. On était à la mi-septembre. La journée avait été belle. Sous les rayons obliques du soleil, les feuillages du boulevard de Strasbourg et du boulevard Magenta se doraient, s'enflammaient, glissaient leur double coulée rousse vers le cœur de Paris. Le mouvement de la ville, là-dessous, était plein de lumière et de tranquillité, comme avant. Comme avant. Le jeune reporter en recevait une joie infinie. D'autres, avant lui, étaient revenus et avaient montré une peine égoïste de revoir la ville dans sa splendeur sereine d'avant-guerre, à quelques kilomètres des tranchées. Ceux-là auraient voulu lui trouver un visage de souffrance en rapport avec leur inquiétude à eux, leurs angoisses, leurs sacrifices. Rouletabille, lui, en concevait un singulier orgueil. C'est parce que je suis là-bas qu'ils sont comme cela ici ? Eh ben ça fait plaisir au moins. Ils ont confiance ? Et il se redressait dans sa crotte, dans ses vêtements boueux. On ne le regardait même pas. Et l'on ne regardait pas davantage tous les poilus qui descendaient le boulevard de Strasbourg, revenant du front, entraballant autour d'eux tout un fourbi de guerre tintinabulant. Pas plus que l'on ne prêtait attention à ceux qui remontaient vers la gare de l'Est, la permission achevée, prêts à aller reprendre leur faction mortelle derrière laquelle la ville avait retrouvé sa respiration, le rythme puissant et calme de sa vie de reine du monde. Au coin des grands boulevards, Rouletabille un instant s'arrêta, se souvenant des tumultes affreux, des scènes d'Apache qui avaient désolé tout ce coin de Paris dans les derniers jours de juillet 1914, quand une population énervée croyait voir des espions partout, et que quelques voyous se ruaient à de furieuses mises à sac. Maintenant, sur les terrasses, autour des tables correctement alignées, des groupes paisibles, après le travail du jour, prenaient l'apéritif dans la douceur du soir. C'est épatant. C'est épatant. Et comme dit Clémenceau, les Allemands sont à Noyon. Soudain, il se rappela qu'il n'était pas venu à Paris pour perdre son temps en aperçus plus ou moins philosophiques. Il hâta le pas vers son journal, et bientôt, il franchissait le seuil du grand hall de l'Époque. « Rouletabille ! Rouletabille !» Avec quelle joie on l'accueillait toujours dans cette vieille maison où il ne comptait que des camarades. Hélas, quelques-uns étaient déjà restés sur les champs de bataille, et la liste des héroïques victimes s'allongeait sur le livre d'or orgueilleusement ouvert dans le hall même, à l'ombre du fameux groupe de Mercier, Gloria Victis. Ceux que l'âge ou les infirmités avaient retenus dans les salles de rédaction
en sortait pour venir embrasser Rouletabille ou lui serrer la main. On le félicitait, on lui trouvait une mine superbe sous sa carapace de boue. C'est tout juste si on ne lui disait pas que la guerre lui avait fait du bien. Cependant, un vieux serviteur à la poitrine toute chamarrée de médailles avertissait déjà le jeune homme que le patron le demandait. Le reporter fut introduit tout de suite dans le bureau de la direction. Ce ne fut pas sans une certaine émotion que Rouletabille pénétra dans cette pièce où il allait certainement apprendre la raison, peut-être redoutable, pour laquelle on l'avait fait voyager d'une façon aussi inattendue. Les portes avaient été refermées. Le patron était seul. Cet homme avait toujours eu pour Rouletabille une grande amitié. Il le considérait un peu comme l'enfant de la maison. À l'ordinaire, quand il le revoyait après une longue absence ou après un reportage sensationnel, il l'accueillait avec de joyeuses paroles. Pourquoi cette longue pression de main? Qu'y avait-il? Que signifiait cette sorte de solennité à laquelle Rouletabille n'était pas accoutumé? Le reporter examina brusquement son état d'âme. « Patron, vous me faites peur. » « Ça n'est pourtant pas le moment d'avoir peur de quelqu'un ou de quelque chose, mon ami. Et lorsque je vous aurai dit pourquoi on vous a fait venir, vous serez tout à fait de mon avis. »« Vous allez donc me demander une chose bien terrible ? » ?»« Oui. » »« Parlez, monsieur, je vous écoute. » À ce moment-là, la sonnerie du téléphone se fit entendre et le directeur décrocha l'appareil placé sur son bureau. « Allô ? Allô ? Ah, très bien, c'est vous, mon cher ministre. Oui, il est là. En bonne santé, parfaitement. Non, je ne lui ai encore rien dit. Il sait seulement qu'il a 99 chances sur 100 de ne pas revenir de sa mission, voilà tout. Qu'est-ce qu'il dit ? Ah, mais rien. Ouais, bien sûr qu'il accepte. Si j'y crois toujours, mais bien sûr que je crois. Il n'y a que lui qui puisse nous tirer de là. Allô ? Allô ? C'est toujours entendu pour ce soir. Bien. Hein ? Cromer est arrivé de Londres. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit ? Allô ? Hein ? Effrayant. Eh bien... parfait. Oui, cela vaut mieux ainsi. À ce soir. Le directeur raccrocha l'appareil. Vous avez entendu ? Nous avons parlé de vous. Avec quel ministre ? Vous le saurez ce soir, car nous avons rendez-vous avec lui, à 10h30. Où ? Au ministère de l'Intérieur, où se réuniront également certains autres grands personnages. Ah ça, mais c'est un vrai conseil de cabinet ? Oui, Rouletabille, oui, un conseil de cabinet. Mais un conseil si secret qu'il doit rester ignoré de tous ceux qui n'y auront pas pris part. Un conseil où vous apprendrez ce que l'on espère de vous, mon jeune ami. En attendant, je vais aller prendre un bain. Allez prendre un bain, et revenez-nous frais et dispo. Nous avons besoin de toutes vos forces, Rouletabille, de tout votre courage et de toute votre intelligence. Le jeune homme était déjà sur le pas de la porte, mais la voix de son chef avait pris tout à coup une valeur si singulière pour prononcer les dernières paroles qu'il se retourna. Il vit le patron de plus en plus ému. Ah ça, mais patron, jamais je ne vous ai vu dans un état pareil. Vous, ordinairement si calme, de quoi, mon Dieu, peut-il bien s'agir ? Il s'agit tout simplement de sauver Paris, mon petit ami. Vous entendez, Rouletabille ? Sauver Paris. Et maintenant, à ce soir, 10h30. Chapitre 2. Conseil de cabinet secret. Le reporter disparut dans un ascenseur, se sauva par un escalier de service. Il voulait être seul. Il avait besoin de réfléchir. Enfin, il contenait difficilement sa joie. Depuis le commencement de la guerre, il avait, comme tant d'autres, rempli obscurément son devoir, risqué 100 fois sa vie dans une besogne anonyme de défense nationale qui était pleine de grandeur, certes, mais qu'il eût voulu plus, disons le mot qui était au fond de la pensée du reporter, plus amusante. Combien de fois n'avait-il pas désiré que l'on fît appel à ses dons d'initiative, d'invention, pour remplir quelque mission exceptionnellement difficile à laquelle il se fût donné de toute son âme, de toute son imagination ? Eh bien, aujourd'hui, il était servi. On le faisait venir pour sauver Paris.
les plus hauts personnages de l'État attendaient le caporal Rouletabille pour sauver Paris. Tout simplement. Ah ça, mais qu'est-ce que cela signifiait? Sauver Paris. C'était ces deux mots-là qui le bousculaient, l'aveuglaient, l'empêchaient de comprendre quoi que ce fût à une aussi prodigieuse aventure. Il savait bien, lui qui revenait des tranchées, que les autres ne passeraient plus. Et avec lui, tout le monde le savait aussi. Et eussent-ils pu passer qu'il ne pouvait avoir la prétention de les arrêter à lui tout seul? Et cependant, il résultait bien de la conversation qu'il venait d'avoir avec son patron que c'était lui qui allait sauver Paris, que l'on comptait sur lui pour sauver Paris. Alors, mince alors, jeta-t-il tout haut sur le boulevard qu'il était en train de traverser pour se jeter dans une auto qui le conduisit au hammam. 1 heure plus tard, quand il sortit de là, après un furieux exercice hygiénique et de solide massage, il se retrouva très calme, très maître de lui, prêt à tous les événements, paré pour toutes les aventures. Il dîna dans un discret restaurant des Champs-Élysées, dans l'ombre d'un bosquet, seul, avec sa pensée et avec son impatience qu'il travaillait à maîtriser. Il eût voulu montrer au plus haut personnage un Rouletabille de marbre que rien ne pouvait émouvoir. À 10 heures, il franchissait la grille de la place Beauvau. Il était introduit tout de suite dans le bureau du chef de cabinet où se trouvait déjà le directeur de l'Époque. « On est allé prévenir le ministre », lui dit le patron en lui serrant la main, et tous deux restèrent assis en face l'un de l'autre, en silence. Soudain, une porte s'ouvre. Un huissier fait passer ces messieurs dans le bureau du ministre. Un haut personnage est là que Rouletabille reconnaît. Politesse. Ça va chez les poilus? Ça va. Asseyez-vous donc, je vous en prie. Arrivée d'un second haut personnage. Présentation de Rouletabille. Enchanté de faire votre connaissance, jeune homme. Votre directeur nous a dit qu'on pouvait vous demander des choses impossibles. Nous allons voir. Rouletabille n'a pas le temps de répondre. Un troisième haut personnage fait son entrée. C'est à celui-ci que le directeur de l'Époque téléphonait tantôt devant Rouletabille. Eh bien, vous avez vu Cromer? Cromer doit être là-haut. Je lui ai donné rendez-vous à 10h30. Oh, ce qu'il raconte est effrayant. Encore une porte qui s'ouvre et le directeur de la Sûreté Générale est annoncé. Messieurs, j'ai tout mon monde là-haut. Si vous voulez monter, je suis à votre disposition. Ainsi, c'est à la Sûreté Générale que l'on va. Ce conseil extraordinaire, on n'a pas voulu le tenir au ministère même, mais dans un endroit plus discret, plus fermé. Par des escaliers intérieurs, par des corridors dont Rouletabille connaît bien le labyrinthe, on se rend au cabinet même du chef de la Sûreté Générale. Dans le petit vestibule qui précède les bureaux, un homme à figure énergique, face entièrement rasée, type d'anglo-saxon, attend debout, les bras croisés, cependant qu'au fond d'un fauteuil, une vieille honorable dame à bonnet noir montre une figure pleine d'angoisse et empreinte d'une tristesse infinie. Les hauts personnages saluent. Monsieur Cromer, voulez-vous rentrer avec nous, je vous prie? La vieille dame n'a pas bougé. Elle reste seule dans le vestibule avec l'huissier qui referme sur les autres la porte du bureau de son chef. Dans le bureau, tous se sont assis. Nous avons désigné avec une discrétion nécessaire les hauts personnages qui sont réunis là par les soins du directeur de la Sûreté Générale. Et pour préciser leur individualité, nous userons des termes mêmes dont se servait Rouletabille quand il avait à rappeler dans ses notes le rôle que chacun assuma dans cette mystérieuse séance. D'abord, il y avait celui que tous appelaient « Monsieur le Président » et quelquefois « Monsieur le Premier », expression dont on se sert à la fois pour adresser la parole au Premier ministre, président du Conseil, et aussi au président de la Cour d'appel de Paris. Le second haut personnage, celui-là même qui avait introduit M. Cromer, se distinguait par un énorme binocle à garniture d'écaille qui lui mettait 2 véritables hublots sur sa face glabre, chaque fois qu'il avait à lire quelques feuilles ou qu'il trouvait intéressant d'étudier les jeux de physionomie de son interlocuteur. Rouletabille, en parlant de lui, disait « le binocle d'écaille ». Enfin, le troisième ne cessait de fumer des cigares énormes dont il avait une profusion dans un portefeuille grand comme une petite valise. Rouletabille l'avait surnommé depuis longtemps déjà le bureau de tabac.
En entrant, le reporter s'était glissé dans un coin obscur d'où il pouvait tout voir et où il espérait se faire oublier. Faut-il introduire Nourri? Non, pas encore. Je vais vous lire la lettre de Fulbert que le service des inventions a retrouvée. Vous m'avouerez, mon cher ami, qu'il est tout de même incroyable que le service ait pu égarer une pièce pareille.